foncez, C'est prenez votre pas place. vraiment. Ouais. Ouais. Les femmes, il faut qu'ils prennent leur place dans le couple. Les femmes, il faut qu'ils prennent la place dans une entreprise. Il faut qu'ils prennent la place dans une industrie. Ici Gianna, conférencière et coach en neurosciences. Bienvenue à Entrevue Inspiration. Dans le cadre de mes entrevues que je fais ici et là, entre une conférence et une séance de coaching, je vous présente des entrevues avec des femmes inspirantes, des femmes qui ont eu un parcours, un cheminement particulier qui les a amenées où elles sont aujourd'hui. Le but de mes entrevues, c'est de vous inspirer à continuer à persévérer, à croire en vous et surtout à poursuivre vos rêves. Je l'ai vue sur LinkedIn. Et la première chose qui m'a interpellée chez cette femme, c'était son sourire et son charisme. Évidemment, son contenu est très inspirant et très touchant, mais la première chose qui m'a attirée, c'était ça, son sourire et son charisme. Alors, qu'est-ce que cela démontre? En tout cas, pour moi, cela démontre l'importance de l'image qu'on projette de l'extérieur afin de susciter l'intérêt des autres. Alors aujourd'hui, je fais une entrevue avec la copropriétaire de l'entreprise PMML, qui est un leader québécois dans l'immobilier commercial. Alors je m'en vais voir Madame Sana Bensacourt. Sana, bonjour et bienvenue à Entrevue Inspiration. C'est dans le cadre d'inspirer les femmes. En fait, c'est ça que je fais les entrevues pour inspirer les femmes à pousser, à avoir plus confiance en elles, à réaliser leurs rêves. Et je t'ai trouvée tellement inspirante sur LinkedIn. C'est comme ça que je t'ai trouvée. Et donc, de là, j'ai eu l'idée de faire cette entrevue Inspiration avec toi. Alors, merci vraiment d'avoir accepté de m'accorder cette entrevue. Merci à toi de m'avoir contactée parce que je pense qu'on a toujours un petit moment d'humilité quand quelqu'un est intéressé à nous parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont du succès. Alors, quand quelqu'un s'intéresse à nous, ça nous fait ça fait chaud au cœur. Alors, merci. Mais je t'ai introduit tantôt, c'est une surprise, tu ne sauras pas ce que j'ai dit de toi, mais en fait, ce qui m'a attirée chez toi, c'est vraiment ton sourire et ton charisme sur LinkedIn. C'est la première chose qui m'a interpellée. Ah, c'est gentil. Mais bref, pour mettre à la table, qu'est-ce que c'est PMML? Je sais que tu es copropriétaire de cette entreprise, mais peux-tu nous expliquer un petit peu quelle est la principale activité de cette entreprise? D'accord. Alors, PMML, c'est une agence immobilière commerciale, une agence hypothécaire commerciale, en fait, un cabinet de courtage hypothécaire commercial et une firme d'évaluation agréée. Et on a fondé ça, Patrice et moi, qui est mon mari, en 2008. Donc, ça faisait quelques années qu'on était courtier immobilier, lui et moi. Puis finalement, on a décidé de partir notre propre agence. Spécialisée. Au départ, on n'a fait que du multilogement, donc du multilocatif. Et puis, avec les années, on a décidé, bien sûr, en 2020, timing extraordinaire, on a décidé de lancer la division industrielle, commerciale et commerce de détail, juste avant la pandémie. Wow. Mais en même temps, ça a été une bonne chose. On a bâti notre inventaire, puis quand le marché a repris, on a pris beaucoup de parts de marché. Mais PMML, en gros, c'est 7 bureaux à travers la province, c'est 150 personnes, donc 100 courtiers, 50 personnes dans l'équipe administrative et 3,7 milliards de volume transactionnel depuis les 12 derniers mois, donc au Québec. Alors, on est vraiment très fiers. Et puis, de quoi être fiers, oui. Donc, pour un couple qui a commencé dans son sous-sol, on ne pensait pas vraiment commencer que ce soit aussi... qu'on ait autant de succès. On travaillait pour avoir du succès, mais je veux dire, des fois, tu sais, des fois, il faut avoir la foi, puis comme on dit, trust the process. Mais oui. Fait que c'est ça un peu, en gros. Donc, ça s'est parti dans un sous-sol. Oui. Et sûrement, comme entrepreneur ou vers ton cheminement vers l'entrepreneuriat, tu as rencontré des défis. Oui. Parce que comme n'importe quel entrepreneur, c'est pas rose-rose quand on commence. Alors, quels sont les défis ou un défi que tu as rencontré que tu as pu surmonter en tant que femme d'affaires? OK. Alors, tu sais, un défi en tant qu'entrepreneur, je pense que tous les entrepreneurs s'attendent à avoir un défi. Tu sais, tu peux pas commencer en pensant que ça va être facile. Bon, OK. Ça, c'est un concept très intéressant et très universel. Mais quand tu frappes le défi, tu sais, moi, ben lui, je ne le voulais pas, ce défi-là. Tout à fait. On ne voulait pas, non. On ne voulait pas. En tant que femme d'affaires, je te dirais... c'est drôle parce que j'aime ça relativiser les choses, OK? On est des femmes, toi aussi, tu appartiens à ton entreprise et tout. Puis, j'essaie toujours de me dire, mais ce défi-là, c'est pas parce que je suis une femme d'affaires. En affaires, ce défi-là est assez commun. J'essaie de relativiser les choses et de pas me mettre dans le coin, OK, c'est parce que je suis une femme que j'ai ce défi-là ou quoi que ce soit. Un défi d'entrepreneur, c'est un défi d'entrepreneur.
Ceci dit, oui, à la perception de certains hommes envers les femmes, de certaines femmes envers les femmes aussi. Il y a ça aussi, on ne parle pas beaucoup de ça. Ça existe, mais moi, j'ai été vraiment chanceuse parce que, premièrement, mon mari, c'est mon partenaire d'affaires. Et puis, je crois que de bien s'entourer, tu sais, je veux dire, j'ai pas eu quelqu'un qui a essayé de m'écraser ou de, tu sais, comment est-ce que je pourrais dire? Ça a toujours été quelqu'un qui m'a beaucoup propulsée, tu sais, on s'est beaucoup influencé positivement les deux. Puis on s'est donné de la puissance, les deux, là, tu sais, on s'est beaucoup développé personnellement. On a fait beaucoup de développement personnel. Donc, je pense que les défis qu'on a eus au départ, je te dirais, c'est de se faire connaître. C'est un grand défi. Tu pars un commerce de détail, tu pars une business numérique, tu pars n'importe quoi. Il faut juste que les gens sachent que tu existes. Puis pas juste avec des posts, mais tu sais, il faut que les gens connaissent ta valeur. C'est quoi la valeur de ton service ou de ton produit? Qu'est-ce que tu as à offrir? Qu'est-ce qui est différent, meilleur ou juste quelque chose qui les rejoint? Puis je crois qu'en bout de ligne, ça revient aux valeurs. Si tu es capable de projeter des valeurs, tes valeurs personnelles qui connectent avec les valeurs de la personne qui va aller acheter ton produit ou prendre ton service, bien, tu as un match de valeurs. Et je pense que c'est ça, je pense que c'est le point d'ancrage de toute entreprise, c'est de faire valoriser sa valeur. Comment on pourrait dire ça? Faire valoir, ces valeurs. Mais quelles sont ces valeurs-là qui t'ont poussé à réaliser cette vision-là? Une des valeurs. Écoute, tu sais, écoute, ça fait 27 ans qu'on est ensemble, qu'on est mariés, Patrice et moi, ça fait longtemps qu'on est en affaires ensemble. Mais tu sais, je te dirais, on est des gens de marketing. Oui. OK? Donc, naturellement, quand tu es en publicité ou en marketing, tu dois être centré sur le client. Premier réflexe, qu'est-ce que le client veut? C'est quoi le besoin? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que je peux régler comme problème? Tu sais, c'est quoi? Tu sais? Donc, je pense que la valeur numéro 1 qu'on a trouvée, c'est de voir quel est le besoin du client. Vraiment, c'est quoi le manque à gagner? C'est quoi la frustration des clients? Tu sais? Puis nous, bien, on a vu que le multilogement, le multilocatif, en 2000, quand Patrice a commencé, 2003-2004, en immobilier, c'était que ce segment de marché n'était pas adressé comme un segment de marché, le multilocatif. Tu avais des grosses bannières multinationales qui faisaient des plus gros projets. Tu avais les bannières résidentielles qui faisaient des plus petits projets. Puis le mid-market, si on veut, là, les immeubles de 6 à 100 logements ou 80 logements, ils étaient un peu laissés à eux-mêmes. Tu sais, des fois, les grosses bannières les prenaient, des fois, les bannières résidentielles les prenaient, mais c'était pas défini. Et quand nous, on est arrivé sur le marché, bien, on a adressé ce marché-là comme un marché en soi. D'accord, je comprends. Parce que tu n'arrivais pas à le catégoriser. Il n'était pas catégorisé Non, avant. Ça. Alors, ça a été notre plus grande force. Puis on y a été. Tu sais, quand tu viens d'une autre industrie, tu as un regard nouveau sur. Tu sais, alors, on a vu ça, puis on dit, puis ça a été instinctif. C'est pas comme, l'idée, tu sais. Non, ça, c'est pas adressé. Puis on a commencé à créer des... Donc, tu as suivi comme ton un bulletin d'information, l'actif immobilier, Realty Check en anglais. Puis on a fait des statistiques, puis on s'est fait vraiment connaître comme ça, puis faire valoir notre expertise de marché, notre connaissance de marché. Donc, quand tu es en affaires, c'est de voir c'est quoi le besoin réel, tu sais. Puis comme mère de famille, tu es un garçon, ce que je l'ai vu aussi sur LinkedIn. Est-ce que tu as eu des sacrifices à faire pour arriver où est-ce que tu es rendu là? Est-ce qu'on passe comme mère de famille par des sacrifices? Écoute, des sacrifices. OK. Tu as deux façons de voir les choses. Tu sais, quand tu te pars en affaires, est-ce que tu veux juste payer tes factures? Ou est-ce que tu vas avoir du vrai succès? OK. C'est quoi le vrai succès? Le vrai succès, c'est de ne pas avoir justement à penser juste à payer tes factures, de croître ton entreprise, d'avoir des gens qui vont travailler dans une équipe avec toi, Donc, il ne faut pas que tu sois en mode survie, n'est-ce pas? Donc, le mot sacrifice, je pense qu'il a été mis de côté dans ma tête parce que c'est comme si je laissais quelque chose. Alors que moi, j'avais tout à gagner. Donc, c'est comment tu vois les choses. Si je sacrifie mon temps, si je sacrifie des affaires, c'est que je suis toujours en déficit de quelque chose. Je me sens toujours en déficit parce que je me compare à des gens qui ont des emplois, qui ont une paye garantie. Bien sûr, il faut qu'ils travaillent, c'est pas garanti, mais je veux dire, une paye. Et puis, ils travaillent, puis ils ont leur paye, tu sais.
Mais si je me compare à eux, bien, c'est sûr que je vais payer. Mon taux horaire est ridicule parce que je travaille beaucoup plus pour pas grand-chose. Si je me compare à eux, bien, j'ai pas mes week-ends, eux, ils les ont. Si je me compare à eux, ils ont leur petit voyage ou 2 ou 3 par année, les restos et tout ça, alors que moi, tout mon argent, on la repompait dans l'entreprise. Donc, est-ce que c'est un sacrifice ou est-ce que tu bâtis? Oui. Tu comprends? Oui. Fait qu'à partir du moment où on enlève, les mots ils ont une portée tellement importante que tu dis, ce mot-là, est-ce que c'est parce que je me compare à qui? Oui. Est-ce que je dois me C'est vrai comparer? que c'est relatif. Oui, hein? Ouais. Il faut que je sois inspirée par... Donc, moi, toutes mes lectures, tous les gens qui m'inspiraient, ben, c'était des gens qui avaient sacrifié Mais oui. selon Mais les autres. C'est comme ça qu'on s'inspire de ces C'est gens-là. ça, c'est Ouais, ça. c'est Donc, vrai. tu sais, eux, selon les autres, ils avaient fait des sacrifices, mais selon eux-mêmes, c'était la seule chose à faire. Donc, moi, ben, j'ai pas changé ma garde-robe pendant des années. J'ai porté les mêmes vêtements pendant des années. J'avais de la chance. On est 4 filles. J'ai 3 sœurs. Donc, tu sais, on emprunte des vêtements, puis c'est comme j'ai toujours l'air d'être bien habillée, mais tu sais, il y avait ça aussi. Tu sais, des voyages, ben il n'y en avait pas. Au départ, aucun. Tu sais, j'étais contente juste d'aller, tu sais, comme genre, je pense que un des premiers voyages, on avait été à New York, tu sais, puis j'aime toujours aller à New York, mais tu sais, c'est le gros voyage, alors que maintenant, tu sais, je peux aller n'importe où dans le monde. Fait que, tu sais, mais quand tu travailles, tu as confiance en tes habilités, puis dans ton éthique de travail, puis dans ta façon de voir les choses, que un jour, tu vas y arriver, puis que tu gardes ton rêve tellement fort, il faut vraiment garder ses rêves forts, parce que je te jure, là, maintenant, en ce moment, on est au mois d'août 2023, timestamp. Et puis là, les taux d'intérêt n'arrêtent pas d'augmenter. Il y a beaucoup, les gens, il y en a qui sont en état de choc parce qu'il y a des projets qui vont voir le jour ou pas. Il y en a qui, tu sais, ça force les gens à revisiter certains projets, mais de grâce, gardez vos rêves vivants. Ce qui est important, oui. Le rêve doit être tellement vivant. J'imagine que toi, tu as eu des priorités, c'est ça. Donc, c'est peut-être pas des sacrifices, mais on a des priorités. Oui. On met nos priorités à la bonne place et on y va avec ça. En étant une entreprise familiale, comment ça se passe, la prise de décision? Est-ce que c'est plus difficile quand on est en famille? Bon, tu sais, tu me parlais de mon fils tout à l'heure. J'ai répondu à moitié à ta question, fait que je vais répondre. En tant que mère, dans le fond, regarde, tu sais, nous, ben, on est un couple en affaires, puis notre fils, ben, tu sais, on en a un, puis... c'est sûr que, bon, tu sais, c'était pas un choix. Tu sais, si il y avait un petit souci ou s'il fallait aller chez le pédiatre ou quelque chose comme ça, ben, c'était même pas une question. Tu sais, je faisais ce qu'il y avait à faire, mais tu sais, tu compenses le soir, peu importe. Tu sais, c'est assez fluide. Pas fluide, mais flexible à ce niveau-là. Mais flexible, oui, c'est-à-dire que les journées n'ont pas vraiment de fin. Oui. Tu finis ta journée quand tout est fait, tu sais, ou encore là, tu sais. Donc, la prise de décision en couple, au début, quand tu as un partenaire, ou tu sais, surtout quand tu es en partenariat, puis nous, dans notre cas, c'est un couple, bien, il faut voir les forces de chacun, tu sais. Puis, oui, j'ai des faiblesses. Oui, Patrice a des faiblesses. Mais on a réalisé qu'on ne pouvait pas focusser sur les faiblesses de l'autre, puis on ne pouvait pas corriger nos propres faiblesses, encore moins les faiblesses de l'autre. Essaie de corriger tes faiblesses pour voir. Les gens sont tellement focusés sur corriger les faiblesses des autres. Est-ce que toi, tu as été capable de corriger les tiennes? C'est la partie la plus difficile de te corriger. Imagine, essaye de changer quelqu'un d'autre. Exactement. Mission impossible. Donc, on a décidé de shifter ça parce qu'au début, il y a toujours un petit ajustement quand on a affaire. Elle est où la ligne? Qui fait quoi? Naturellement, il y a des tâches qui sont divisées par elles-mêmes selon les forces. Puis après, mais tu sais, on a décidé au lieu de compenser pour nos faiblesses, de voir ça différemment puis de dire, OK, on va être une force multiplicatrice. Qu'est-ce qui peut multiplier tes forces? Qu'est-ce qui peut multiplier avec mes forces? Puis on va juste se focuser. Se multiplier. Donc là, tu te sens jamais, pas que tu te sens pas mal, parce que, tu sais, on aimerait tout avoir, tu sais, OK, on compare toujours nos faiblesses aux forces des autres. Ça, c'est un déficit humain. On fait toujours ça. Oui, on fait toujours ça. Ouais. Mais d'essayer de ne pas se sentir comme ça, de regarder, OK, voici, I own my strengths. C'est voici mes forces. Oui, oui. OK, mais qu'est-ce que je peux faire le mieux? Puis après, j'entends souvent, ben, t'engages quelqu'un qui a tes faiblesses, puis tu sais, ça va comparer. Oui, mais quand tu n'as pas d'argent là, pour engager quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Oui.
Hey, on était dans notre sous-sol, tu penses que j'allais engager 10 personnes pour toutes les faiblesses que tu peux pas. Il faut que tu fasses tout. C'est pas ne pas avoir une force n'excuse pas le fait qu'il faut que tu fasses la tâche quand même. Oui, tu apprends à mieux la faire ou à la faire, puis même si ça ne te tente pas de la faire, techniquement, à un moment donné, tu oublies que tu n'aimes pas la faire, tu deviens un peu mieux, puis après, ben, les affaires deviennent meilleures, et là, tu peux ajouter une personne. Oui. Et après, une autre personne. Et après, une autre personne. Tu vas graduellement. Et après, graduellement. Oui. Mais je pense que ça passe par soi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, tu as eu à travailler sur toi, j'imagine, aussi pour arriver. Et je te cite dans une de tes publications, tu disais que le bien-être et la performance sont intimement liés, oui. sont nécessaires l'un à l'autre. Oui. Comment tu travailles avec ça? Parce que la performance, est-ce que ça demande de la discipline, ça demande du perfectionnement, ou comment qu'on peut être performant et on développe notre bien-être en même temps? Écoute, moi, je pense que la performance, surtout ces dernières années, c'est devenu comme les gens, tu sais, c'est comme l'ambition, la performance. On a tellement parlé de maladie mentale, de burn-out, de toutes ces choses-là, ce qui est excessivement important, puis il faut adresser ça, puis il faut reconnaître ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pas parce qu'on we acknowledge that, qu'on reconnaît ça, que l'ambition, la performance, ce sont des ennemis. Au contraire, tout le monde doit performer à un minimum de niveau, à un certain niveau. Oui. Donc, pourquoi je parle de bien-être? Le bien-être, dans le fond, c'est quoi? Premièrement, c'est de se connaître soi-même. De connaître c'est quoi ses déclencheurs. De connaître c'est quoi ses émotions. De connaître qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait vibrer à la hausse, qu'est-ce qui nous fait vibrer à la baisse. Puis quand tu te connais, puis tu sais qu'est-ce qui ne va pas, là, tu es capable d'avoir un baseline, puis d'élever ton baseline. C'est comme de t'observer d'une façon objective. De t'observer, puis de t'améliorer, puis de voir aussi émotionnellement comment tu peux... Tu m'as parlé tout à l'heure d'autorégulation. L'autorégulation émotionnelle. L'autorégulation. Tu travailles avec ça beaucoup. Oui. Donc, l'autorégulation émotionnelle, c'est pas parce qu'on a un défi qu'on va être complètement défaite pendant une journée. À un moment donné, il faut que le cercle se boucle vite parce que tu as d'autres choses à faire. Exactement. Tu ne peux pas rester dans la même émotion toute la journée puis étirer une émotion de désespoir ou tu sais, quelqu'un a fait quelque chose qui est vraiment pas à ton goût puis d'en vouloir à la personne. Voyons, tu sais, comme, on peut pas commencer à blâmer les gens autour de soi, mais on peut leur montrer comment on doit être traité, c'est quoi la discipline. La discipline n'est pas un ennemi. On admire les athlètes olympiques, mais on veut pas avoir de discipline, mais tu pourrais jamais admirer un athlète olympique si lui-même n'a pas suivi une discipline quotidienne. Oui. Là, je prends l'exemple d'un physique, là, mais tu sais, c'est la même chose pour les gens d'affaires. Parce que la discipline va t'amener à la performance, au bien-être. Exactement. Et la discipline va t'amener à un respect de soi. Quand tu te fais une promesse à toi-même que tu vas faire telle chose, tu te respectes toi-même parce que tu as tenu ta promesse envers toi-même. Exactement. Oui. Que ce soit au niveau de la nourriture, de l'exercice, de la façon de parler à ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes parents. Ça prend une discipline. Il y a des gens qui, tu sais, on les aime, mais des fois, il y en a qui savent exactement où peser comme bouton là, pour nous faire sortir de nos gonds. Mais c'est ton choix. Mais ça, est-ce que tu as développé ça au cours de chemin ou tu as toujours été comme ça? Non, moi, on le développe. Moi, je ne pense pas qu'on est toujours comme ça. Je pense qu'on le développe. On apprend. On apprend. Il y a des gens qui sont prédisposés au bonheur. Il y a des caractères. Moi, je dis toujours que je pense que je suis née joyeuse, mais la vie te rappelle qu'il y a des nuages et qu'il y a de la mauvaise herbe. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est à toi de devenir meilleur à avoir ou un parapluie ou d'enlever la mauvaise herbe. Mais justement, c'est ça qui fait ta force après. Oui. Mais au niveau de la planification, parce que tu disais aussi dans une de tes publications, prendre le recul afin de planifier, et surtout de planifier judicieusement. À quel moment on prend un recul dans une entreprise? Est-ce que quand on voit à quelle fréquence en fait? Est-ce que quand on voit que ça ne fonctionne pas, on prend un recul pour planifier? Ou est-ce que c'est en constant travail? Il faut que ça soit constant, oui. Il faut que ça soit constant. Nous, on l'a toujours fait. On aime Comment ça. Patrice et moi, on aime ça. On aime beaucoup voyager. Je pense que au début de notre relation, parce qu'on a commencé, on s'est rencontrés à l'université, j'avais 20 ans, je me suis mariée, j'avais 23 ans, tu sais, puis lui avait 26. Donc, on s'est rencontrés très jeunes, tu sais, puis quand on a commencé notre carrière, on a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de semi-succès, bref, ce serait long d'en parler, mais quand même.
Puis à un moment donné, puis nous, notre rêve, c'était de voyager. Tu sais. Alors, ce qu'on a fait, c'est la règle de l'associativité, associer un plaisir avec un devoir. On parle beaucoup de droits, mais on a des devoirs. Ouais. Puis en tant qu'entrepreneur, surtout maintenant avec toutes les responsabilités qu'on a, on a beaucoup d'employés, des courtiers, il y a beaucoup de familles qui dépendent un peu de les décisions qu'on va prendre, la direction qu'on va prendre. Donc, je pense que de prendre des moments pour un leader doit prendre du temps pour réfléchir. Tu dois réfléchir. Tu peux pas juste sur le go sur le go tout le temps. Oui. On l'est beaucoup, mais à un moment donné, puis de prendre un recul, puis des fois, ben c'est juste parce que on devait peut-être partir en voyage, en vacances. On s'est dit, non, sais-tu quoi? On va se booker une semaine, puis on va faire un mastermind juste à 2. Oui, j'ai vu ça aussi. Mastermind juste à 2, dans un resort. OK. Au Mexique, 44 degrés, il faisait chaud. Alors, c'était parfait. On était en dedans presque ou à la piscine. C'est là que vous avez fait votre mastermind? Juste à deux. Tous les deux. Alors, on était devant nos ordi, on avait nos G-sheets, on avait nos papiers, nos trucs, on s'était mis des questions, puis on travaillait ensemble, puis on s'échangeait des courriels, on s'échangeait des notes, des petites bulles en tout cas des commentaires dans certains, on a beaucoup d'objectifs, tous nos objectifs sont écrits, on les révise régulièrement. Est-ce que le 2 mm de direction qu'on va prendre maintenant, où est-ce qu'il va nous amener dans quelques années? Donc, c'est pour ça que je te dis, il faut le faire souvent, parce que là, le petit ajustement que tu fais au quotidien, va avoir un impact dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu sais. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas corriger, mais c'est juste que corriger un angle à 45 degrés quand tu peux le corriger à 2 degrés, on va se dire, là, tu sais, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Donc, puis aussi de se ressourcer, puis tu sais, juste de prendre le temps. Il faut prendre le temps. Puis c'est moi qui dis ça. Là. Alors, la performance est liée au bien-être, et c'est pour ça que je reviens à ça, c'est de savoir, OK, maintenant, ben, il faut prendre le temps, il faut réfléchir, il faut juste faire un mastermind. Pourquoi le faire le 31 décembre? Pourquoi le faire à la fin de l'année? Premièrement, tu n'as même pas envie des fois. Tu sais, un automne. Tu sais, il faut le faire quand tu faut le faire. Quand tu sens. Puis des fois, est-ce que c'est au premier trimestre, deuxième trimestre? Des fois, ça peut être en plein milieu d'un trimestre que tu ne devais pas le faire, mais là, c'est maintenant que tu as l'inspiration. Pourquoi tu es l'inspiration? Ça veut pas dire que tu vas changer des choses. C'est juste de réfléchir. Exactement. Puis est-ce que, là, rendu là, je pense que non, mais il y a quelques années, est-ce que tu t'es arrivé à une place où est-ce que tu as dit, oh, finalement, c'est pas pour moi, j'embarque pas dans ça, je décroche? Je sais que rendu là, non, mais ça t'est déjà arrivé? Ben, en fait, c'est une très bonne question, parce qu'avant de bâtir une équipe, on était juste Patrice et moi. Oui. Puis ça a été un débat assez, est-ce qu'on bâtit une équipe ou pas? Parce que c'est un engagement, bâtir une équipe, surtout une équipe de courtiers. Donc, tu t'engages avec les gens, tu bâtis, parce que les courtiers, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont leur propre entreprise au sein de PMML. Est-ce qu'on va bâtir une équipe? Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce qu'on est prêt à ça? C'est beaucoup, tu sais. Fait que là, c'était en 2012-2013, on se posait beaucoup la question. Puis quand on dit, OK, go, on y va. Bien là, on s'est engagé avec le premier courtier qui est encore avec nous. Après, le deuxième courtier, ça a été en 2016, qui est encore avec nous. Puis après, en 2018, on a dit, OK, on ouvre la machine. Okay. C'est en 2018, on a ouvert la machine. Avec le bâtir, on y va là, à fond avec l'équipe, tu sais, parce qu'on savait qu'est-ce que ça allait impliquer. Est-ce qu'on était prêt pour ça? Donc, puis tout le monde dit, waouh, vous avez explosé. Oui, mais c'est comme le bonsaï. Tu l'arroses pendant 5 ans, il n'y a rien qui se passe. Puis là, on s'est arrosé nous-mêmes. Tellement qu'on s'est arrosé, finalement. On a vraiment beaucoup réfléchi. Ouais. On a peut-être un peu trop réfléchi. En même temps, on était tellement dans le jus parce que quand t'es deux, ben t'es juste deux. Oui. Fait que t'es complètement débordé. Puis qu'est-ce qui t'inspire à tous les jours? Qu'est-ce qui te pousse à continuer, puis à performer, puis à avancer? As-tu une source de motivation quelque part? Écoute, au début, je voulais juste gagner ma vie. Tu sais, au départ, on voulait gagner notre vie. Puis un coup que ça s'est réglé, à un moment donné, quand tu as assez pour manger, assez pour voyager, assez pour te loger, bon, à un moment donné, il y en a qui vont ralentir. Mais tu sais, tu as comme un feu en dedans de toi. Tu sais, je pense que je suis capable de faire plus. Oui. Mais c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça. C'est le extra mile. Le extra mile, exactement. Je pense que j'en ai encore en dedans. Et puis, après, tu dis, tu sais, le dépassement de soi, puis tu dis, OK, mais si j'étouffe ça, je pense que je vais me tuer moi-même à petit feu. Il faut que je l'exploite. Donc là, maintenant, ce qui me guide, c'est on veut vraiment que les gens autour de nous
ait les meilleures opportunités. Et c'est ça qui me guide, tu sais, de créer des gens, de faire que l'abondance soit pas, c'est que ce soit, que tout le monde qui soit ici dans notre entreprise, bien sûr avec les clients et tout, par la banque, mais que tout le monde connaisse l'abondance. Et puis d'aider tout le monde d'aller à son plein potentiel, que ce soit l'équipe administrative, que ce soit les courtiers, vraiment, là, puis d'attirer les talents. Donc, tu sais, quand on parlait de cohérence cardiaque, la cohérence entre ben, c'est ça, je veux attirer des gens qui sont dans la performance puis le bien-être. Oui. Pour moi, c'est super important, tu sais. Fait que là, moi, en fait, je veux juste voir jusqu'où on peut aller pour avoir la plus belle, grosse équipe alignée avec les mêmes valeurs puis qui a un impact vraiment extraordinaire dans le marché immobilier commercial. C'est une belle vision, en fait, puis un bel objectif à poursuivre. Je te souhaite vraiment que ton entreprise soit prospère. Dans tout ça, est-ce que tu vis des moments de gratitude? Oui. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude. En fait, des fois, je suis assise. C'est drôle parce que des fois, je suis assise puis j'ai... c'est gênant, mais je pense que c'est pas gênant, je vais le dire. Des fois, j'ai des larmes de gratitude, tellement que... Puis j'ai une chaleur. On parle de caresse. J'ai des fois, puis j'ai de la gratitude, puis j'ai vraiment comme un genre... J'ai vraiment de la chaleur dans le cœur physique. Je me mets dans un état de gratitude. Puis quand je pense à des objectifs que je vais atteindre, tu sais, quand on parlait de baseline, là, oui. je retourne à mon sentiment de gratitude que je vais aller chercher, puis je me dis merci pour tel objectif. C'est pas un objectif parce que ça peut plus être un objectif, il faut que ce soit quelque chose que je ressens. Ouais. Puis à chaque fois que j'ai ressenti quelque chose, comme que je le ressens, des fois j'essaie de le faire puis ça marche pas. Mais quand je le ressens dans mon cœur, là, puis ça, OK, wow, OK, ça, je pense que je vais être capable de l'accomplir parce que je l'ai canalisé, je l'ai ressenti dans mes tripes, que cet objectif-là, je vais être capable, tu sais. Parce que c'est bon aussi d'avoir la gratitude et de remercier la vie et ne pas toujours en train de demander à la vie de nous donner, nous donner, mais à un moment donné, merci pour tout ce qu'on a. Ah oui, puis tu vas voir que la vie va... Ouais. Aussitôt que tu remercies la vie, mais exact. La vie va faire en sorte qu'elle va te donner plus. Et au niveau de tes décisions, est-ce que tu les prends basées sur l'émotion ou c'est rationnel? Donc, quand tu as à prendre une décision, est-ce que tu jongles trop? Je suis dans l'équipe qui jongle un peu avant de prendre des décisions, mais bon. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce qu'on la prend, la décision? C'est les deux. Des fois, une décision doit être cartésienne, tu sais, mais en même temps, il faut que tu te sentes bien avec tes valeurs pour la décision, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Il faut toujours que ce soit aligné avec les valeurs à long terme. Il ne faut pas que j'ai à défendre l'intégrité de ma décision, même si c'est cartésienne, tu sais. Il faut toujours qu'elle soit alignée, tu sais. Fait que... Oui, émotionnel, mais tu sais, il y a des décisions, tu sais, on parle des décisions au jour le jour, ça va, tu sais, c'est assez technique, là. Mais je te dirais, c'est toujours un mélange des deux, mais le premier call, des fois, c'est super cartésien, des fois, c'est juste émotionnel. Des fois, tu sens pas quelque chose. Tu n'es pas capable d'expliquer, tu n'es pas capable même de mettre un mot dessus, mais tu dis non, ça, c'est pas bon. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Ton instinct. Puis l'instinct, mais ce que j'ai réalisé pour les gens d'affaires d'expérience, ils vont te dire c'est l'instinct. Mais c'est quoi l'instinct? C'est pattern recognition. C'est tu reconnais des patterns. Tu sais, je crois beaucoup au cycle de la vie. Des fois, c'est drôle, je disais à mon assistante, Zoé, des fois, je dis, c'est ça qui va arriver. OK, parce que tu as reconnu un pattern. La personne n'a rien dit. Puis là, finalement, c'est juste parce que tu reconnais une certaine cadence de courriel, une certaine cadence d'événements, de séquences d'événements. Tu dis... mais parce que c'est l'expérience qui rentre. Fait que là, tu dis que c'est l'instinct, mais dans le fond, c'est une reconnaissance de pattern que tu dis, OK, ben ça, c'est ça qui va arriver, tu sais. Mais ça, c'est dangereux parce que, puis des fois, je me ramène, je me dis, ouais, est-ce que je saute aux conclusions ou c'est une reconnaissance? Tu sais, des fois, je me remets quand même en question. Oui, mais c'est quand même important, cette vigilance-là. Oui, il faut, ouais. Ça fait toute une différence. Ça te met, pas en alerte, mais tu sais où est-ce que tu t'en vas, ou c'est quoi ton impression, en fait, face à ce courriel-là ou face à cette personne-là. Comme ça, tu vas te réajuster. Exactement. Et au niveau de tes loisirs, maintenant, de ton temps libre, comment tu le passes?
Est-ce que tu es quelqu'un qui aime la lecture, qui écrit, qui fait du sport, comment tu passes ton... As-tu du temps libre? Non. C'est peut-être ça la question. Je m'arrange pour ne pas en avoir. OK. Pourquoi je te dis ça? Parce que, par exemple, là, samedi, on a un team building. On fait un party western dans la région de Sherbrooke. Fait que là, on s'est tout acheté des chapeaux de cow-boy, puis on s'en va. Puis, tu sais, comme genre, on essaie toujours de... Puis, en tout cas, on va faire un barbecue, puis le dinde, machin, c'est le fun. Fait que j'essaie de remplir mes journées. J'aime beaucoup... En fait, j'adore être entourée de gens, mais je suis capable vraiment d'être... je suis bien avec moi-même. Je suis capable d'être seule. J'ai aucun problème d'être seule. OK. Donc, le loisir, pour moi, en fait, ce que j'aime bien, le dimanche matin, prendre un café avec mon mari, on va aller se promener, des fois, on va aller marcher dans le bois ou peu importe. Ça, c'est correct. On peut le faire ou sur le Mont-Royal ou peu importe. J'adore voyager. Donc, ça, c'est pour moi, le voyage, c'est un loisir. Même si c'est pour affaires, pour moi, je vois ça comme un loisir, même si c'est pour affaires. OK. J'adore le... Mais c'est ça, c'est ce qui prouve qu'on aime ce qu'on fait. C'est mon comme Dieu, un loisir. Ouais, j'appelle l'aéroport. Yule, c'est mon chalet. Ah! Bienvenue dans le club. Parce que moi aussi, j'adore voyager. J'adore voyager. Mais sinon, honnêtement, ce qui me relaxe, je m'entraîne tous les matins. Tu sais, des fois, avec les voyages, ça peut varier, mais je m'entraîne tous les matins. Donc, est-ce que c'est un loisir? Non, parce que je le fais pour ma santé. C'est ça, oui. Fait que, tu sais, le loisir, honnêtement, il n'y a pas grand-chose que je fais à contre-cœur. Donc, pour moi, tu sais, je suis tellement all-in que tout ce que je fais est dirigé vers ce que je dois bâtir. Fait que tout est plaisant. Mais oui. Tout est plaisant. C'est ça la preuve, c'est qu'on aime ce qu'on fait, c'est parce que c'est pas une corvée, tu te lèves pas le matin en disant « Oh, pas une autre journée ». Ça prouve que tu es dans ton élément, puis tu aimes ce que tu fais. Oui. Puis tu fais beaucoup de réseautage, c'est ce qu'on parlait tantôt aussi. Oui. Ça, c'est important en affaires. En affaires, c'est très important. En fait, c'est vital. Il faut que les gens te connaissent. Il faut que tu connaisses les gens. Puis moi, je pense que justement, cette intelligence d'affaires-là, tu la développes quand tu es sur le terrain, puis tu as le feedback direct des gens. Quand tu es en Zoom, quand tu es tu sais, les gens prennent, chacun parle à son tour parce que tout le monde ne veut pas interrompre l'autre. Quand tu es dans un réseautage, tu peux passer d'une personne à une autre, tu vas être attiré dans une énergie. Tu sais, fait que je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Donc, moi, j'adore réseauter. J'essaie que mes réseautages soient cohérents avec ce que je veux bâtir, sans avoir un agenda précis à chaque fois que je me présente quelque part. Je suis juste ouverte. Tu sais, j'y vais, puis on discute, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais il faut que ce soit cohérent avec ce que je veux bâtir, avec... c'est ça, ouais. Mais tu es vraiment inspirante et tu donnes vraiment le goût à des femmes pour partir à leur compte. Et justement, je vais te demander ma dernière question. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui veulent occuper une poste de direction? Quel conseil qu'on peut leur donner pour les inspirer à continuer, à persévérer quand même, à croire en elles, à réaliser leurs rêves et ne pas avoir peur? Oui. Sais-tu quoi? C'est la première fois que je fais une entrevue avec une femme qui ne me parle pas de syndrome d'imposteur. Et j'adore ça. Et puis, c'est moi qui en ai parlé en premier, puis j'en parle parce que j'ai démoli cette expression-là tout le temps. Ah! OK. Parce que la plupart du temps, les femmes vont se dire, OK, tu sais, en tant que femme, juste enlever le mot « en tant que femme », puis regardez comment est-ce que vous pouvez ajouter de la valeur aux gens autour de vous. Quel est le besoin? Enlevez la femme de l'équation. Vous êtes une femme. Fait que ça, c'est correct. Mais essayez de connecter avec les gens parce que c'est une question d'énergie. Il y a des hommes qui sont plus masculins, il y a des hommes qui sont plus féminins et vice-versa. Il y a des femmes qui sont plus masculines, plus féminines. Donc, allez-y avec au niveau des personnalités, des énergies, des besoins. Puis de voir un peu telle organisation, d'étudier l'organisation qui vous intéresse ou d'étudier un petit peu l'industrie et de voir qui sont les personnes clés dans cette industrie-là que vous voulez percer. Et d'avoir un match avec cette personne de personnalité, avec qui vous pouvez échanger. Est-ce qu'on parle d'études de marché ou pas nécessairement? Non. De voir où vous pouvez les rencontrer. Parce que les études de marché, c'est très technique. Tu sais, un spreadsheet, tu sais, en bout de ligne, on fait affaire avec des gens. En fait, savoir qui vous voulez influencer ou qui vous voulez aider. Allez-y dans ce sens-là. Exactement. Parce que le syndrome de l'imposteur, moi, j'ai fait une entrevue avec Danielle Dano, c'est une femme d'affaires, qui me disait « Tu vas, même si tu as le syndrome, vas-y quand même. » Mais c'est pas une maladie. Mais c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. C'est ça, exactement. Mais on a cette phrase-là qu'on a. Parce qu'il y a des femmes, des fois, qui pensent qu'ils ne sont pas à leur place, même elles performent tellement. C'est ça.
C'est de prendre sa place. Tu l'as dit. Les gens disent syndrome d'imposteur. Puis savez-vous quoi? Je suis chez PMML, on a aussi des jeunes hommes ici, là. Puis des fois, j'entends des femmes qui disent « Ah, ben ça, j'ai tel défi. » Puis j'entends des jeunes hommes qui disent « J'ai tel défi. » Alors, je me dis, la femme, parce qu'on est conditionné à dire syndrome d'imposteur, elle va penser que c'est une femme, mais le gars, il a le même défi. Mais oui, c'est puis ça. lui, il se voit comme débutant, puis il va s'améliorer. Pourquoi la fille, on lui flanque syndrome d'imposteur? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que est-ce que c'est-tu juste parce qu'on est débutant, on doit apprendre? C'est normal d'apprendre un métier, c'est normal d'apprendre une industrie, de comprendre une industrie. Puis même, tout simplement. De se douter au début. début. De douter au début. Puis même moi, tu sais, des fois, je rentre dans des cercles différents, je parle avec des entrepreneurs différents, puis je me dis, puis je connais pas, des fois, je rentre dans une salle, puis ça me fait plaisir toujours quand je connais personne, parce que je me dis, ah, il y a un potentiel ici. Mais je ne peux pas commencer à me voir comme un imposteur. Je ne suis pas une imposteur. Je dois rencontrer des gens. Focus sur ce que tu veux. Encore là, les mots sont importants. Qu'est-ce que tu veux? Focus sur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux développer? Avec qui tu dois parler? Quel est l'objectif de cette organisation-là? Est-ce que je peux ajouter de la valeur? Est-ce que cette organisation peut m'ajouter de la valeur? OK, ça c'est un bon, mesdames. Quelque chose c'est bon à savoir. Et à prendre en ligne de compte. En fait, quand vous partez en business ou vous partez votre entreprise, de penser de cette façon-là au lieu de vraiment apprendre le syndrome de l'imposteur puis le garder dans notre tête. Foncez, prenez votre place. Vraiment, Les femmes, il faut qu'ils prennent leur place dans le couple. Les femmes, il faut qu'ils prennent la place dans une entreprise. Il faut qu'ils prennent la place dans une industrie. Donc, s'il n'y a personne qui va nous la donner, puis il faut vous entourer. Comme moi, je me suis entourée. J'ai mon mari qui a été quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il est entouré de femmes, puis il adore ça. Puis au contraire, n'importe qui veut, femme ou homme, on ne regarde pas les sexes, on ne regarde pas les origines ni rien. Quelqu'un qui est ambitieux puis qui veut faire sa place, let's go. Fait que c'est ça qu'il faut voir. Il faut vraiment juste prendre sa place. Merci pour ce bon conseil. Et la dernière chose, une question signature à la fin. Qu'est-ce que les gens peuvent savoir sur Sana qu'on ne trouve pas sur les réseaux sociaux? J'adore faire peur. Oh! J'adore faire des blagues. Mais je me retiens parce que je ne sais pas c'est qui est cardiaque, qui est pas cardiaque. Mais ma famille, je pense que bon, oh my God, j'adore faire des blagues. Mais practical jokes, là, j'adore faire ça. J'adore faire ça. Tu vois ça, moi, je connais pas ça de toi. Non, je suis très espiègle. Mais je garde ça pour moi parce que sinon, oh my gosh. Sana adore faire des blagues. J'adore faire des blagues. Mais Sana, c'est tout pour moi. Vraiment, je te remercie vraiment pour cette entrevue inspirante. Puis je suis sûre que les femmes vont s'inspirer à t'écouter parce que tu es vraiment, vraiment inspirante. Tu as eu un cheminement quand même particulier et bravo et bonne continuation. C'est vraiment gentil. Vraiment, merci pour tes questions. C'était vraiment très agréable. Merci, Diana. C'était un plaisir. Merci.